Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la série La Bourse aux livres, série dans laquelle je présente régulièrement des livres d'investissement en bourse. Alors dans cet épisode, on va se focaliser sur les chapitres 8 et 20 du livre The Intelligent Investor, écrit par Benjamin Graham et publié en 1949. Alors ces deux chapitres ont la particularité d'avoir été recommandés à de nombreuses reprises par Warren Buffett, et donc on va se focaliser sur ces deux chapitres exclusivement dans cette vidéo. Benjamin Graham est le père fondateur du Value Investing, donc en français de l'investissement dans la valeur. Il est surtout l'auteur de deux ouvrages de référence, à savoir Security Analysis, publié en 1934 et coécrit avec David Dodd, et puis The Intelligent Investor, publié en 1949, et dont je vais vous présenter deux chapitres dans cette vidéo. A noter que Graham fut le professeur de Warren Buffett à l'université Columbia, et puis il fut surtout son mentor au sein du fonds Graham-Newman Partnership. Alors, un point important est que Graham fit quasiment faillite lors du krach de 1929, d'où son approche très conservatrice. Pour autant, il fit fortune grâce à un investissement dans la croissance lorsqu'il investit dans Geico en 1948. En effet, Graham Newman prit une participation de 50% dans Geico en 1948 pour un montant de 712 000 $, et cette participation valait 400 millions de dollars en 1972. Autrement dit, Geico est devenu un 500+ bagger, et donc c'est bien un investissement dans la croissance qui a permis à Graham de faire fortune et non un investissement dans la valeur. C'est souvent occulté par les partisans du value investing à la Benjamin Graham. A noter enfin que Berkshire Hathaway racheta Geico en 1986 avec tout autant de succès pour Buffett que pour Benjamin Graham. Alors Warren Buffett a déclaré que les chapitres 8 et 20 avaient été le fondement de ses activités d'investissement pendant plus de 60 ans et qu'il suggérait à tous les investisseurs de lire et relire ces deux chapitres chaque fois que le marché serait particulièrement haussier ou baissier. Et donc cette vidéo est tournée au début de l'année 2022, c'est-à-dire à la suite d'une hausse très importante des marchés, et donc il me semblait pertinent de me focaliser dans cette vidéo sur les chapitres 8 et 20 recommandés par Warren Buffett lorsque les marchés sont particulièrement haussiers ou baissiers, ce qui est le cas au moment où je tourne cette vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais me focaliser exclusivement sur les chapitres 8 et 20. Donc le chapitre 8 intitulé L'investisseur et les fluctuations du marché, ou en anglais The Investor and Market Fluctuations, et puis le chapitre 20 intitulé La marge de sécurité en tant que concept central de l'investissement, ou en anglais Margin of Safety as a Central Concept of Investment. Donc on va commencer avec le chapitre 8 qui porte sur l'investisseur et sur les fluctuations du marché. Benjamin Graham commence ce chapitre en nous rappelant qu'il est important de ne pas spéculer. Il explique également que la chose la plus difficile à faire est de suivre ce conseil. Si vous souhaitez tout de même spéculer, nous dit Graham, sachez que vous perdrez probablement de l'argent à la fin. Et si c'est le cas, alors assurez-vous de limiter le montant investi à des fins spéculatives. Et donc ce que nous dit Benjamin Graham ici est qu'il est préférable d'être un investisseur plutôt qu'un spéculateur. Graham fait ainsi la distinction entre spéculateur d'un côté et investisseur de l'autre, en nous expliquant que le spéculateur cherche à profiter des fluctuations du marché en mettant l'accent sur le timing des entrées et des sorties, alors que l'investisseur cherche à acquérir et conserver en portefeuille des titres achetés à prix raisonnable en mettant l'accent sur le pricing. Et donc pour Benjamin Graham, le pricing c'est quoi ? C'est tout simplement de ne pas surpayer une entreprise. Graham nous indique ensuite dans ce chapitre que les actions, incluant les actions de bonne qualité, étant sujettes à des fluctuations de prix récurrentes, l'investisseur intelligent doit profiter de ces mouvements de balancier. Ainsi, Graham nous recommande d'acheter les actions lorsqu'elles sont en dessous de leur fair value, c'est-à-dire en dessous de leur valeur intrinsèque, et il nous recommande de vendre les actions lorsqu'elles sont au-dessus de leur fair value, c'est-à-dire au-dessus de leur valeur intrinsèque. Graham nous explique par ailleurs que le timing n'a pas de réelle valeur pour l'investisseur, sauf lorsque celui-ci coïncide avec le pricing. Ainsi, le timing est l'outil du spéculateur, qu'on appellerait aujourd'hui le trader, et le pricing est l'outil utilisé par l'investisseur, c'est-à-dire l'investisseur à long terme. Graham nous explique ensuite dans ce chapitre que tous les marchés haussiers, donc les bull markets, finissent par avoir les caractéristiques suivantes, à savoir premièrement un niveau de prix historiquement élevé, deuxièmement des PER élevés, troisièmement de faibles taux de rendement du dividende lorsque l'on compare ces taux de rendement au taux de rendement des obligations,
Quatrièmement, de la spéculation à crédit, ce qu'il appelle speculation on margin. Et puis cinquièmement, de nombreuses introductions en bourse de mauvaise qualité. Pour Graham, les petites capitalisations fluctuent plus que les grandes capitalisations, mais cela ne signifie pas qu'elles ne peuvent pas bien performer sur longue période, ce qui veut dire qu'on peut éventuellement investir dans des small et mid cap et que ces small et mid cap, même si elles sont plus volatiles, peuvent offrir des rendements extrêmement importants à long terme. C'est ce qu'on a pu voir par exemple avec des indices comme le Russell 2000. Alors à la suite d'une hausse substantielle du marché, nous dit Graham, il est préférable de ne pas se laisser griser et de ne pas succomber à l'euphorie ambiante. Ainsi, il nous indique qu'il est préférable de ne pas renforcer ses positions sur un marché qui a déjà beaucoup monté et de ne pas prendre de position risquée, c'est-à-dire spéculative sur un marché lui-même spéculatif. L'investisseur intelligent, nous dit Graham, aura besoin de beaucoup de volonté pour ne pas suivre la foule à ce moment précis. Et on comprend pourquoi Warren Buffett nous conseille de relire ce chapitre lorsque le marché a potentiellement beaucoup monté. Graham continue en nous disant que plus une entreprise aura un historique et des perspectives alléchantes, moins le prix de l'action sera en relation avec la valeur comptable, c'est-à-dire en anglais la book value, de l'entreprise. Autrement dit, sur des valeurs de croissance aux perspectives alléchantes, on va retrouver des price to book extrêmement élevés, parfois de 10, de 20, de 30 ou de 40, alors que Graham préférait investir dans des entreprises dont le prix de l'action n'était pas forcément décorrélé de la book value, c'est-à-dire de la valeur comptable de l'entreprise. Ainsi, il existe un paradoxe puisque plus une entreprise aura du succès, plus son cours de bourse sera volatile. Et plus une action sera de qualité et plus elle aura tendance à être spéculative. Alors ça me fait penser à l'action Netflix qui a perdu 50% de sa valeur il y a quelques jours et on a vu un investisseur qui s'appelle Bill Ackman se précipiter sur l'action en expliquant que c'était une action extrêmement qualitative et qu'elle était incorrectement pricée par le marché. Bien entendu, ce sera à suivre au cours des prochaines années. Alors je reprends ma présentation. Graham nous dit qu'un investisseur conservateur aura donc intérêt à acheter une entreprise à un prix proche du prix de l'actif net tangible. Et pour Graham, il aimait acheter des entreprises à un price to tangible book value inférieur à 1,33. Alors bien entendu, il s'agit ici d'une approche extrêmement conservatrice qui marche très bien avec des entreprises du secteur industriel par exemple, qui marche beaucoup moins bien avec des entreprises n'ayant pas d'actifs tangibles flagrants, ayant beaucoup d'actifs intangibles. On pense aux valeurs technologiques par exemple. Graham nous dit ensuite qu'un investissement ne devient pas un bon investissement uniquement parce que l'entreprise peut être achetée à un prix proche de la valeur de ses actifs. L'investisseur intelligent, nous dit Graham, doit en plus demander 3 choses. Premièrement, un PER satisfaisant sur base du résultat net des 5 dernières années. Deuxièmement, une position financière satisfaisante, à savoir un bilan solide. Et troisièmement, des bénéfices au moins identiques aux bénéfices actuels. Autrement dit, Graham nous invite à entrer en portefeuille des titres dont le cours de bourse n'est pas trop éloigné de la valeur comptable de l'entreprise, à savoir de la book value, ayant un PER relativement faible, un bilan solide et si possible des bénéfices. Graham nous explique dans cet ouvrage, publié pour la première fois en 1949, que ces conditions ne sont pas difficiles à trouver. Il faut se rappeler qu'on est en 1949, soit 20 ans après le krach de 1929. Les choses ont légèrement changé aujourd'hui. Donc Graham nous explique que ces conditions ne sont pas difficiles à trouver, sauf dans un marché excessivement haussier. Alors Graham nous donne l'exemple suivant, il nous parle de l'entreprise A&P, la plus grande enseigne retail américaine, dont l'IPO a eu lieu en 1929, qui a atteint un prix haut en 1929 à 494 $ et qui a atteint un prix bas en 1938 à 36 $. Ainsi, en 1938, la trésorerie de cette entreprise est de 85 millions de dollars, les actifs circulants nets, donc les net current assets, sont de 134 millions de dollars et la capitalisation boursière est de 126 millions de dollars. Donc on a une capitalisation boursière qui est inférieure à la valeur des actifs circulants nets et donc ça correspond à la liquidation value. Ça veut dire que la capitalisation boursière est inférieure à la liquidation value, la valeur de liquidation. Alors pour rentrer dans le détail très rapidement, on voit que les net current assets sont tout simplement les current assets moins les total liabilities. Donc les actifs circulants nets correspondent aux actifs circulants moins les dettes totales qui vont inclure les actions de préférence, les intérêts minoritaires et la dette totale. Donc Graham nous montre dans cet exemple qu'il y a une anomalie et donc que l'investisseur intelligent peut profiter de cette anomalie.
Au final, un nouveau plus haut est atteint en 1961 puisque l'action va atteindre 705 $, ce qui veut dire que l'action devient en l'espace d'une vingtaine d'années un 19 bagger. Au final, Graham note que le PER en 1961 apparaît comme excessif et largement supérieur au PER du marché et s'ensuit une chute du titre de 50% l'année suivante. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est les fluctuations du marché avec des opportunités qui se présentent régulièrement. On a l'exemple ici d'ANP qui est introduite en bourse en 1929, qui va faire un plus haut dans le courant de l'année 1929 avant de tomber très bas suite au krach de 1929. Pour autant, on note la présence de fluctuations extrêmement importantes avec un système de balancier, c'est-à-dire que le marché sous-valorisait incorrectement cette valeur ou ce titre en 1938 et le marché survalorise incorrectement ce titre en 1961. S'ensuit bien entendu une correction très importante de ce titre qui ne retrouvera jamais ses points hauts. Ainsi, Graham explique dans ce chapitre que le marché, qu'il personnifie au travers de Mr. Market, se trompe régulièrement, si bien qu'un investisseur attentif peut profiter des erreurs de valorisation de celui-ci. Il nous indique par ailleurs que la plupart des entreprises changent au cours du temps, parfois pour le meilleur, mais souvent pour le pire, et donc il est important de rester méfiant lorsqu'on investit en bourse. Graham insiste ensuite sur le fait que l'investisseur intelligent n'est jamais forcé à vendre ses actions. Pourquoi ? Parce qu'il les a achetées au bon prix et peut, s'il le souhaite, ignorer les fluctuations du cours de bourse. Ainsi, l'investisseur ne doit prêter attention au cours de bourse, nous dit Graham, que lorsqu'il y voit un intérêt personnel, à savoir acheter dans la panique ou vendre dans l'euphorie, à condition bien entendu d'acheter lorsque le cours de bourse est inférieur à la valeur intrinsèque de l'entreprise, ou vendre dans l'euphorie lorsque le cours de bourse est largement supérieur à la valeur intrinsèque de l'entreprise. Au final, le marché, donc Mr. Market, est là pour servir l'investisseur et non l'inverse. De temps en temps, nous dit Graham, Mr. Market propose de racheter vos actions à un prix ridiculement élevé ou propose de vous vendre des actions à un prix ridiculement faible. Bien entendu, il faut savoir en profiter. Alors on va maintenant passer au chapitre 20 qui porte sur la marge de sécurité et sur la diversification. Donc Graham met l'accent dans ce chapitre sur la marge de sécurité qu'il appelle en anglais the margin of safety et sur la diversification du portefeuille. Cette marge de sécurité protège en partie l'investisseur contre une perte financière. Ainsi, la marge de sécurité a pour fonction de rendre non nécessaire une estimation précise des futurs cash flows de l'entreprise. Autrement dit, on peut déterminer la valeur d'une entreprise de manière assez rapide, donc à la louche, à condition d'utiliser une marge de sécurité relativement importante qui va compenser pour une erreur potentielle. Graham nous rappelle que les plus grosses pertes sont engendrées par l'achat de valeurs de croissance de piètre qualité dans un marché haussier porteur. Il nous rappelle également qu'une marge de sécurité peut être utilisée avec les valeurs de croissance en faisant en sorte que les projections et le taux d'actualisation soient conservateurs. Autrement dit, encore une fois, on peut valoriser une entreprise de manière extrêmement rapide, un peu à la louche. Le tout, c'est d'utiliser des projections et un taux d'actualisation extrêmement conservateur pour se prémunir contre les erreurs de projection dans un DCF, par exemple. Alors que ce soit avec l'investissement dans la valeur ou l'investissement dans la croissance, la marge de sécurité, nous dit Graham, est toujours dépendante du prix payé. Alors il est important de noter ici que Graham fait allusion à la marge de sécurité, donc the margin of safety, aussi bien pour un investissement dans la valeur que pour un investissement dans la croissance. Et donc la marge de sécurité va consister à faire l'acquisition d'une action lorsque celle-ci est bien en dessous de sa valeur intrinsèque. Et elle va consister également à faire des projections et à utiliser un taux d'actualisation conservateur. Elle va consister enfin, pour des valeurs de croissance, à faire des hypothèses extrêmement conservatrices. Ainsi, la marge de sécurité peut être soit importante, soit faible, soit inexistante, auquel cas il est préférable de ne pas investir. Alors pour Graham, la marge de sécurité c'est quoi ? C'est tout simplement la différence entre le prix payé et la valeur intrinsèque de l'action. Autrement dit, plus la valeur de l'action est importante par rapport au prix payé, plus la marge de sécurité est importante. Alors la marge de sécurité, nous dit Graham, sert à absorber deux choses. Premièrement, les erreurs de calcul, notamment dans un DCF, et deuxièmement, les erreurs de jugement, notamment lorsqu'on s'intéresse à des valeurs de croissance. Alors on va terminer ici sur le point très important qui est mis en avant par Graham dans ce chapitre, c'est-à-dire que la marge de sécurité va de pair avec une diversification importante. En effet, Graham nous rappelle que même avec une marge de sécurité importante, une perte en capital est toujours
possible, c'est-à-dire que sur une action, bien entendu, on peut investir avec une marge de sécurité importante, pour autant, il est possible que cette action ou que l'entreprise qui est derrière cette action fasse faillite. Ainsi, seule une diversification importante, nous dit Graham, permet de s'assurer que les gains seront supérieurs aux pertes. C'est l'approche utilisée par les compagnies d'assurance. Alors Warren Buffett est depuis revenu sur ce point en expliquant qu'il préfère de son côté concentrer son portefeuille. Pourquoi ? Parce qu'il investit uniquement dans des valeurs de qualité et qu'en investissant dans des valeurs de qualité, il se prémunit contre de potentielles mésaventures. Alors il me semble important de rappeler ici que la présence d'une marge de sécurité importante est ce qui distingue l'investissement de la spéculation aux yeux de Benjamin Graham. Et une vraie marge de sécurité, nous dit Graham, peut être démontrée par des calculs ou au travers d'un raisonnement. Au final, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises actions selon Graham, mais simplement des actions sous-valorisées et des actions survalorisées. En guise de conclusion, Graham nous invite dans ses chapitres 8 et 20 à être des investisseurs à long terme plutôt que des spéculateurs à court terme, à limiter les montants dédiés à la spéculation si l'on fait le choix de quand même spéculer, à profiter des fluctuations du marché plutôt que de les subir en achetant des entreprises en dessous de leur valeur intrinsèque et en les vendant au-dessus de leur valeur intrinsèque, à préférer le pricing au timing même si les deux peuvent parfois coïncider, à ne pas succomber à l'euphorie ambiante lorsque les marchés sont extrêmement haussiers, à profiter des erreurs de valorisation de Mr. Market, à utiliser une marge de sécurité pour se protéger des erreurs de calcul ou des erreurs de jugement et à correctement diversifier son portefeuille afin de s'assurer que les gains seront supérieurs aux pertes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile dans vos investissements et dans vos réflexions. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, c'est toujours bon pour l'algorithme. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, merci.